L'importance de savoir ce qu'on entend par cette notion de normes et de sécurité. De normes de sécurité ou bien de standards de sécurité. Alors, est-ce que déjà certains d'entre vous ont une idée sur c'est quoi cette notion de norme ou de standard? Bon, je comprends que vous ayez tous fait la fête, que vous soyez tous sonnés, etc. Mais bon, quand même, ça fait 2 jours que le réveillon est passé. Donc, normalement, vous êtes déjà réveillés. N'est-ce pas, Saoudi? J'espère que vous n'êtes plus calme. Ah, vous avez encore les effets. Je ne veux même pas essayer de savoir comment vous avez fait la fête puisque vous avez consommé pour avoir les effets jusqu'à aujourd'hui. Alors, Etiquette nous parle de normes que l'ISO fait. Alors, les normes que l'ISO fait, d'accord, plus ou moins, mais c'est quoi une norme à la base? Là, vous venez de me dire que bon, l'ISO est l'un des acteurs qui va faire des normes. Éventuellement, vous avez raison. Alors, le, le Kenya, est-ce que vous connaissez? C'est un pays qui se trouve en Afrique de l'Est. C'est un beau pays, on y fait des safaris, il y a beaucoup de touristes, on fait beaucoup de choses dans ce pays. Seulement, dans ce pays, du 10 au 14 octobre, il y a eu un événement assez intéressant qui a regroupé les représentants de plus de 46 pays, donc il y avait plus de 200 personnes, sans parler des personnes indépendantes, qui se sont réunis dans le cadre de la 11e réunion de ce qu'on appelle l'ISO IEC GTC1 SC27. Alors, la question qu'on se pose, pourquoi autant de personnes venant de tant de pays se sont réunies en Afrique? Alors, ces différentes personnes se sont réunies dans... Alors, si on essaye de voir déjà le nom, déjà, euh, ISO, c'est l'ISO. JTC, c'est pour Join. Alors, en quelque sorte, c'est un groupe de travail commun. Un groupe de travail commun entre qui? Entre l'ISO et l'IEC. Et là, c'est le SC27, c'est la réunion numéro 27. Et là, on va se poser des questions. Pourquoi est-ce que deux organisations vont se réunir pour faire, si vous voulez, un travail commun? En réalité, c'est ce qu'on appelle un comité de normalisation. Le comité de normalisation a pour but de faire quoi? Il a pour but de mettre en place des normes. Maintenant, la question qui se pose, c'est quoi une norme? Donc, une norme, généralement, c'est tout simplement ce qu'on appelle un document de référence. Ce document doit être accessible au public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens doivent avoir accès à ce document. Il est généralement établi par plusieurs parties qui sont intéressées par un sujet bien défini. Donc, généralement, une norme, ce n'est pas un document généraliste. Il ne va pas traiter, par exemple, d'agriculture et d'industrie. C'est quelque chose qui va traiter d'un sujet unique et qui est établi aussi par plusieurs acteurs en même temps. Ce n'est pas un seul acteur qui va faire une norme. Donc, généralement, ce document va être basé sur des résultats d'expérimentation, des résultats technologiques et des résultats de recherche. Le but de créer ce document, c'est quoi? C'est d'abord soit d'optimiser les activités d'un métier bien donné ou bien d'une communauté, soit d'apporter des solutions aux services fournis, soit d'apporter des réponses à des problématiques techniques qui se sont posées, soit tout simplement de faciliter des relations avec des partenaires. Généralement, pour arriver au stade de norme, ce document doit être approuvé par un organisme qualifié et qui soit reconnu sur le plan national et international. Pas uniquement dans un pays, parce que si vous parlez de normes nationales, ça veut dire que c'est une norme qui ne dépassera pas les frontières du pays. Si je prends le cas de l'Algérie, nous avons ce qu'on appelle l'IANOR, c'est l'Institut algérien de normalisation.
qui définissent ce qu'on appelle les normes algériennes. Les normes algériennes, EAN, quelque chose avec des chiffres. Réellement, les normes algériennes ne sont pas réelles. Comment vous dire? Alors, attendez, je vais vous afficher quelque chose, vous allez comprendre. Espérant bac, l'honneur. Attendez. Vous allez mieux comprendre. Alors, pour savoir, avoir une idée, donc les normes algériennes, qui sont des normes nationales, ça va être des normes qui sont reconnues uniquement en Algérie. Donc, vous allez avoir deux types de normes. Vous avez ce qu'on appelle les normes internationales qui vont être algérianisées. Algérianisées, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, ils vont leur donner un cachet algérien en leur donnant tout simplement un numéro algérien. Quelque part, ça n'a pas de sens. Bon, désolé, c'est leur site, Amhasif 2014. Un petit voyage dans le temps, ça ne peut pas vous faire de mal. Donc là, il vous explique le processus de normes algériennes, la liste des 69 catégories de normes et leur domaine d'activité, et la liste des normes algériennes. Donc, NA, c'est normes algériennes, grandeur des unités chimiques. Donc, si vous cherchez, par exemple, pour cette norme l'équivalent international, vous allez trouver qu'il y a une norme internationale qui s'applique à ça. Donc, ils ont pris uniquement la norme internationale. Là, par exemple, ils ont eu l'honnêteté intellectuelle de faire les choses. La norme algérienne numéro 11, c'est réellement la norme ISO 860. Par contre, vous allez trouver des normes vraiment algériennes, donc des normes purement algériennes. Attendez, je vais faire. Alors, pourquoi est-ce que vous allez trouver des normes purement algériennes? Ça veut dire que c'est quelque chose qui se trouve uniquement en Algérie et qui n'existe pas ailleurs dans le monde. Généralement, vous allez trouver ça au niveau du cheptel, de l'ovin. Attendez. Oui, peut-être du bovin. Attendez. Voilà. Sauf s'ils ont changé la dénomination. Bon, j'ai pas envie de m'aventurer avec les apostrophes parce que avec leur PDF, ça peut donner des catastrophes. Je m'appelle. Attendez, on va voir sinon les catégories, ça va nous simplifier les choses. Industrie de cuir de cuir, construction. Normalement, on va trouver ça dans l'élevage animalier ou autre. Voilà, production animale.
enfin je ne me rappelle plus c'était dans quelle catégorie, mais il y avait certaines normes qui étaient purement algériennes, alors c'était par rapport à certaines catégories de moutons, par rapport à certaines catégories de vaches. On vous disait, voilà, ça c'est la vache algérienne, voilà comment elle est normalisée, voilà comment elle est faite. Là, c'est vraiment des normes purement algériennes à 100%. Donc, qui ont été définies par les Algériens, qui ont été présentées au niveau international et qui ont été validées par l'ISO ou bien par d'autres, comment dirais-je, par d'autres organismes internationaux spécialisés en la matière. Bref. Vous pouvez vous amuser à aller chercher par la suite. Ce n'est pas quelque chose de très important. Alors, pourquoi ces normes ont réellement existé? Si je prends des normes industrielles ou bien des normes agricoles ou autres. Alors, il y avait d'abord un problème au niveau de l'interopérabilité. Imaginez que vous allez fabriquer, par exemple, une rame. Il y a des fabricants, par exemple, de cartes mères. Comment est-ce que vous allez faire en sorte que votre rame puisse fonctionner sur les différentes cartes mères s'il n'y a pas un moyen qui permet à cette rame de communiquer avec les cartes mères? Donc, c'est pour ça qu'on parle, par exemple, d'interopérabilité. Par exemple, dans la norme qui va exister, la norme va vous dire, voilà, là, ce type de RAM, la norme va dire que pour les RAM, par exemple, les données doivent avoir tel type en sortie, elles doivent avoir telle rapidité de transfert, elles doivent être formatées selon tel modèle, etc. Si on parle de normes électriques, ça va pour des moteurs, par exemple, ou bien des moteurs de voiture. Là, vous allez avoir d'autres critères qui font en sorte que le composant que vous allez construire puisse interagir avec d'autres composants. Ceci va éviter, en d'autres termes, que chaque fabricant ait ses propres équipements et qu'il soit obligé de fabriquer uniquement tous ses équipements par lui-même, ou bien qu'il soit obligé de définir, si vous voulez, des accords commerciaux avec d'autres fabricants qui vont lui fabriquer les composants avec lesquels il va interagir. Vous imaginez si cette notion d'interopérabilité n'existait pas? On va prendre un exemple très simple. Je prends l'exemple de la souris. Imaginez que HP va avoir sa propre souris, Dell va avoir sa propre souris, Acer va avoir sa propre souris. Donc, vous n'allez plus avoir de fabricant de souris universel, tel que c'est le cas maintenant. Donc, même les fabricants tiers vont vous dire, j'ai fabriqué cette souris pour HP, j'ai fabriqué cette souris pour Intel, etc. Donc, le fait qu'il y ait une norme qui définit comment doit fonctionner une souris, qu'est-ce qu'elle doit avoir comme données en entrée, qu'est-ce qu'elle doit délivrer comme données en sortie, c'est ça ce qu'on appelle l'interopérabilité. Donc, le fabricant de la souris va pouvoir fabriquer une souris qui peut interagir facilement avec n'importe quel PC. Il y a aussi la facilité de communication, donc pour que les composants déjà puissent communiquer entre eux et que pour aussi les chercheurs ou bien les constructeurs puissent communiquer avec eux. Il y a aussi la facilité de démonstration, donc pouvoir démontrer comment fonctionne un produit, bien comment fonctionne un composant. Il y a la facilité de certification. Imaginez qu'on n'ait pas de normes, vous allez être certifié par rapport à quoi? Il y a l'amélioration de l'efficacité et de l'efficience. Pourquoi on parle de ça? Parce que en respectant les normes sont des choses qui ont été testées et éprouvées pour qu'à la fin, qu'elles puissent être validées. Il y a la facilité de l'acceptation. Pourquoi est-ce qu'on parle d'acceptation? Parce que tout simplement, moi, vous me ramenez un produit, vous me dites il est bon, qu'est-ce qui me garantit qu'il est bon? Si vous me dites mon produit est normalisé conformément à telle norme, là, j'accepterai facilement votre produit. Pourquoi? Parce qu'il a été testé, validé, il est conforme à la norme et je sais que la norme est un gage de qualité. Il y a aussi la réduction de la maintenance. Là, c'est très simple. Si je respecte ce qu'il y a dans la norme, c'est clair que je ferai moins de maintenance, j'aurai moins de panne, j'aurai moins de problèmes avec le composant que j'utilise.
Alors maintenant, la norme, c'est quoi réellement? On vient de dire le pourquoi des choses. Donc, c'est tout simplement un document qui va vous fournir des lignes directrices sur des processus, des produits ou des résultats. Des lignes directrices, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va vous donner des orientations, soit sur un processus, donc il va vous donner des étapes à suivre, soit sur un produit, donc il va vous dire comment fonctionne ce produit ou bien comment reconstruire ce produit, soit sur des résultats. Maintenant, pour être une norme, elle doit respecter un certain nombre de critères. D'abord, elle doit être réaliste. Dans le sens, on ne peut pas normaliser quelque chose qui ne peut pas exister. Par exemple, je ne peux pas vous dire, voilà la norme pour le voyage dans le temps. Est-ce que vous avez fait un voyage dans le temps? Ben non, je ne l'ai pas fait. Est-ce que c'est faisable? Ben je ne sais pas. Ben la normalisation ne marchera pas. La norme doit être vérifiable. Ça veut dire que celui qui doit valider la norme doit pouvoir vérifier réellement que ça marche tel que c'est dit dans ce document. Ça veut dire que non seulement ça doit être réalisable, mais pas que vous l'avez réalisé, mais qu'on puisse refaire la même chose. Ça doit être acceptable par toutes les parties. Alors, acceptable par toutes les parties. Alors, à votre avis, c'est de quelle partie on parle? Déjà. Qui sont ces parties qui doivent accepter la norme? Eh oh, réveillez-vous. Alors, les organismes de normalisation. Euh, ouais, peut-être. Il y a Leming qui nous parle de constructeurs, Yanis qui nous parle des autres. Alors, quelles autres organisations? Votre réponse est intéressante quand vous dites les autres, mais je connais les autres. Est-ce qu'on parle des citoyens, des gens? Est-ce qu'on parle des flics? Est-ce qu'on parle des gouvernements? Est-ce qu'on parle des agriculteurs? De qui vous parlez quand vous dites les autres saoudis? Alors, d'organisations qui s'occupent des normes. Alors, ceux qui s'occupent des normes, vous allez avoir l'ISO, vous allez avoir le l'EAC. Donc, il y a deux ou trois organisations au niveau international qui s'occupent des normes. Alors, généralement, quand on parle de toutes les parties, on parle de toutes les personnes impliquées dans le processus en question. Je prends un exemple très simple. Si on va parler de la norme 4G. Bon, la norme existe, c'est pour ça que j'en parle actuellement. Alors, la norme 4G, qui va l'approuver, à votre avis? Quelles sont les parties qui vont approuver, dire, voilà, on a décidé pour la 4G, voilà la norme qui va être. On dort, par exemple, de l'ISO. Bon, l'ISO, il est composé de plusieurs parties, d'accord. Mais quelles sont les parties qui vont dire, oui, on est d'accord que ce soit ça la norme 4G? Est-ce qu'ils vont faire un vote populaire? Alors, Hamadash, regroupement des organisations télécom. Alors, c'est quoi une organisation télécom? Seuls ceux qui sont concernés par le domaine. C'est qui les gens concernés? Alors, ISP, Mobile Provider, vous n'êtes pas loin, Swag. Alors, le problème, alors, qui sont ceux qui sont concernés? Alors, les opérateurs de mobile viennent un peu plus tard. Ce pas les premiers. Alors, ça va être tout d'abord les constructeurs qui construisent des équipements. Vous allez avoir ça, Huawei, vous allez avoir Alstom, vous allez avoir par exemple Samsung, vous allez avoir, comment il s'appelle, Freecom, etc.
Ça va être les grands constructeurs d'équipements mobiles. Et quand je parle de grands constructeurs d'équipements mobiles, je ne parle pas encore de constructeurs de téléphones, hein. Je parle de ceux qui fabriquent les équipements 4G. Les équipements 4G, donc ça va être les émetteurs 4G, les équipements corps du réseau, ce qu'on appelle core network, etc. Ensuite, dans un deuxième degré, il va y avoir ceux qui vont fabriquer les terminaux. Là, vous allez avoir toujours Huawei aussi, vous allez avoir toujours Samsung, vous allez avoir Sony, donc là, vous allez avoir pas mal d'opérateurs. Ensuite, vous allez avoir, dans un troisième degré, vous allez avoir les grands opérateurs mobiles. Donc, les grands opérateurs mobiles dans le monde. Ce ne sera pas les petits opérateurs du style Orascom ou bien Algérie Mobilis ou autres. Non. Là, on parlera de 3 américains qui couvrent presque la moitié de l'Amérique du Nord et une bonne partie de l'Amérique du Sud. Vous allez avoir l'opérateur Bouygues qui couvre une bonne et Orange, par exemple, qui couvre une bonne partie de l'Afrique, plus comment on l'appelle, une partie de l'Europe de l'Ouest. Vous allez avoir AT&T. Donc là, c'est vraiment les grands opérateurs qui couvrent presque des continents entiers. Donc, il a pour avoir une norme, vous allez avoir la norme 4G. Vous n'aurez pas de norme 4G. Il y a aussi maintenant les gouvernements. Les gouvernements, là, il ne s'agit pas, vous ne trouverez pas de gouvernement africain, même si certains participent à une échelle réduite, mais vous allez trouver vraiment les gouvernements les plus puissants. Là, on va voir ça par la suite. Et c'est pour cela qu'il y a eu actuellement la problématique de la 5G. Vous savez que jusqu'à maintenant, la 5G n'a jusqu'à maintenant pas été déployée à grande échelle. L'un des plus gros problèmes qui s'est posé, c'était un problème de normalisation. Il n'existe pas de 5G universel. Le problème revient à la base à cause des Américains. Alors, c'était à l'époque le seul et l'unique Trump qui avait dit, qui avait ordonné aux entreprises américaines qui travaillent dans le domaine de ne pas travailler en collaboration. Il leur a dit, nous, on est les Américains, on est les plus puissants de la planète. Donc, ce qu'on décide, nous, toute la planète va le suivre. Donc, ce que vous allez faire, que chaque entreprise travaille de son côté. Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le FCC. Le FCC, c'est quoi? C'est l'autorité de régulation des télécoms qui définit les normes, etc. Donc, ils ont laissé libre cours aux différents opérateurs que chacun développe sa 5G. Donc, dans chaque État, il y avait un opérateur qui travaillait sur des projets 5G sans mutualiser les efforts des différents opérateurs américains sous l'égide de la FCC, comme c'était de coutume. En contrepartie, dans d'autres pays, il y avait les Européens qui travaillaient en rang dispersé, il y avait les Chinois sur Huawei qui avaient fait un pas significatif en la matière. Ce qui a fait que Huawei était numéro 1 mondial au niveau de la 5G, qu'il avait développé des équipements qui battaient toute concurrence et qui a pu envahir toute la planète. En d'autres termes, les équipements 5G de Huawei allaient être déployés en Europe, voire même aux États-Unis. Quand les Américains se sont réveillés, c'est trop tard maintenant. On ne peut plus conjuguer nos efforts parce que Huawei a fait un gap technologique très important. Donc, on ne pourra plus les atteindre. Et c'est à ce moment-là que Trump avait donné instruction au FCC de mutualiser les efforts des Américains et de trouver une norme américaine. Et le problème qui s'est posé aux États-Unis, c'est que chaque opérateur avait déjà développé ses propres équipements où aucun des opérateurs ne voulait céder. Ce qui fait, si je prends un exemple, au niveau de Washington, au niveau de l'État de Washington, au niveau du Maryland, au niveau de Washington DC, c'était 3Com qui avait pris le leader en matière de 5G, donc il avait la 5G déployée. Si je vais vers la côte ouest, donc si je prends par exemple Los Angeles ou autre, donc là vous allez avoir, plutôt pas Los Angeles, San Francisco, là ce que vous allez avoir AT&T qui avait carrément déployé ses propres normes. Donc, il y avait d'autres opérateurs dans d'autres régions, par exemple au niveau du sud, au niveau du New Mexico, etc., Texas et tout. Il y avait un troisième opérateur qui avait pris le leadership. Donc, le jour où la FCC a voulu mettre tout le monde autour de la table,
l'ensemble des opérateurs, ah non, moi j'ai investi des millions de dollars, voire même des milliards de dollars pour développer ma propre norme, pour mettre en place mes équipements. Je ne suis pas prêt à jeter mes équipements. Je ne suis pas la norme à mon concurrent. N'oubliez pas que ces opérateurs, c'est des concurrents aux États-Unis. Et ils ne sont pas arrivés à un compromis. Et en parallèle, il y avait les équipements de Huawei qui inondaient le marché américain. C'est là qu'il y a eu les histoires faites par les Américains de boycotter les produits Huawei sous l'excuse avérée ou non qu'il y a de l'espionnage derrière, qu'il y a pas mal de problèmes qui sont causés par les équipements chinois et qu'il y a eu la décision de boycotter les équipements Huawei aux États-Unis. Les Européens ont suivi le pas, notamment les Français et les Britanniques, en disant il faut encourager la fabrication d'équipements nationaux, sinon on ne va pas déployer la 5G. Et là, la décision qui a été prise en Europe, c'est d'utiliser les équipements Huawei en edge, ce qu'on appelle en network edge, mais sur le network core, il faut que ce soit des équipements européens. Et là, ils ont encouragé Ericsson, Alcatel, etc. à développer leurs propres produits, chose qui tarde à venir actuellement, d'où l'absence d'une norme 5G au niveau planétaire. Donc là, vous voyez que c'était beaucoup plus un problème économique qu'un problème vraiment purement technique. Chacun veut essayer d'imposer ses propres équipements pour établir une norme qui répond aux exigences de ces équipements. Au niveau de la 4G et de la 3G, le problème ne s'est pas posé parce qu'il y avait en quelque sorte une certaine, comment dirais-je, un certain équilibre planétaire où tout le monde était au même niveau technologique, donc tout le monde est arrivé à définir la même norme, avec bien sûr des variations de fréquences qui vont d'un pays à un autre. Mais au niveau de la 5G, le gap technologique qui a été imposé par la Chine a fait en sorte que différents pays s'opposent au déploiement de cette norme. Bon, sans parler de toutes les histoires sur l'impact sur la santé, je ne sais pas quoi et je ne sais pas quoi. Alors, pour avancer, alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est les normes en matière de sécurité. Il faut savoir, quand on parle de sécurité, au niveau de l'ISO, il y a un groupe de travail que je vous ai montré tout à fait au début, si vous vous rappelez, l'ISO IEC GTC 1 SC27. Alors, c'est ce groupe qui développe et met en place toutes les normes liées à la sécurité de l'information. Et là, nous avons un peu un aperçu de certaines normes. Donc, à titre d'exemple, vous avez la norme ISO 27000 qui, elle, ne fait que définir la terminologie utilisée en matière de sécurité. ISO 27001, je pense que vous la connaissez tous. La 27002, c'était les bonnes pratiques de la 27001. La 27005, c'était une norme qui est pratiquement liée au SMSI, donc à la sécurité de l'information. Les 27003, 27004, la 3, c'est pour la mise en œuvre. Le 4, c'est ce qu'on appelle les métriques de sécurité. La 27007, c'est comment auditer un SMSI. La 27008, c'est les lignes directrices pour les auditeurs de contrôle. 27010, 27011, c'est tout simplement ce qu'on appelle les passerelles entre les organisationnels. La 27011, c'est propre aux opérateurs de télécom. La 27013, par exemple, c'est comment intégrer la 27001 et la norme ISO 20000, etc. Donc, ce qui est intéressant pour vous, si vous avez du temps par la suite pour vous documenter, essayez de lire la 27032. Elle est assez intéressante à lire parce qu'elle traite beaucoup plus de tout ce qui est cybersécurité. Mais en dehors de la cybersécurité, c'est comment mettre en place un système de réponse aux incidents en cas d'incidents majeurs en termes de cybersécurité. Ceux qui sont intéressés par tout ce qui est forensique, pouvez lire la 27037. Bon, ceux par la suite, plus tard, ceux qui vont faire des masters spécialisés ou autres à l'étranger, il y aura certainement beaucoup d'entre vous qui vont s'intéresser à la cybersécurité dans le domaine de la santé.
Et là, vous allez travailler énormément sur la 27799. Maintenant, tout à l'heure, on se posait la question, les normes, c'est qui? Vous m'avez dit les opérateurs, les autres, c'est les opérateurs, les gouvernements, etc. Donc, il faut savoir que derrière ces normes, il y a plusieurs organismes, entre autres, en dehors des gouvernements. Alors, ce que vous voyez à la photo, sur la photo, alors à gauche, vous avez le représentant de la Corée du Sud. Alors, lui c'est un professeur universitaire qui est chef de département dans l'université de Séoul 2. Donc, il s'occupe de tout ce qui est cybersécurité dans son université. Donc, c'est un chercheur universitaire qui est membre de l'ISO. Celui qui est au milieu, alors c'est un certain David Kramer. Alors, Kramer, lui, il est représentant de la Russie au niveau de l'ISO et au niveau de l'ITU en même temps. Donc, lui, il gère au niveau de la Russie, il travaille dans un opérateur télécom russe, donc au niveau de l'opérateur national. Et en même temps, c'est la personne qui représente son pays et l'opérateur en même temps au niveau de l'ISO et au niveau de l'ITU. Alors, si on essaie un peu de voir réellement il y a qui travaille dans ce domaine, donc là, vous avez plusieurs organisations. Vous avez principalement l'IOC, vous avez l'IEC. Derrière, vous avez aussi d'autres organisations qui contribuent grandement, notamment l'ITU, le W3C, le I3E, le IETF, donc je pense que Hadma, vous en avez entendu parler. Et derrière, à un troisième niveau, vous allez avoir ce qu'on appelle le NIST, donc c'est le Bureau de standardisation américain, vous avez le BSI britannique, vous avez le BNQ coréen, le JSC chinois, etc. Donc tout ça, c'est des organismes qui travaillent pour la mise en place de ce qu'on appelle les normes et les standards au niveau international. Et nous, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est dans le domaine de la sécurité informatique. Par exemple, l'IETF ne travaille que dans le domaine technologique, pour être plus précis. Alors, il faut savoir que pour la mise en place des normes, vous avez ce qu'on appelle le GTC1. Le GTC1, c'est tout simplement une combinaison entre l'IOC et l'IEC, qui derrière eux, vous allez avoir l'ITU, etc., qui travaillent tous en collaboration pour la mise en place des normes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le GTC1, plus exactement le SC27. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse particulièrement à celui-là? Parce que c'est tout simplement le groupe qui met en place les normes relatives à la sécurité de l'information. Donc, c'est vraiment le cœur de votre futur métier. Donc, c'est eux qui décident de toutes les normes que vous serez amenés à suivre en matière de cybersécurité, de sécurité de l'information, donc en audit, en conformité, etc. Alors, le groupe s'appelle Techniques de sécurité des technologies de l'information. Alors, le groupe, il est composé en 5 working groups, donc en 5 groupes de travail. Alors, le premier groupe de travail, le WG1, c'est tout ce qui est système de management de la sécurité de l'information. En d'autres termes, c'est lui qui développe toutes les normes relatives au SMSI. Le Working Group 2, c'est tout simplement cryptographie et mécanismes de sécurité. Donc, c'est lui qui développe les normes cryptographiques, c'est lui qui développe les normes relatives, par exemple, à tout ce qui est système d'authentification, système de contrôle d'accès, etc. Si je prenais par exemple l'exemple de l'authentification à 2 facteurs, la norme a été définie au niveau du WG2. Le WG3, donc c'est lui qui définit les critères d'évaluation de la sécurité. Comment évaluer la sécurité? Le WG4, c'est les contrôles et les services de sécurité. Le WG5, c'est tout ce qui est gestion d'identité et technologie de domaine privé. Alors, au niveau du SC1, donc le groupe qu'on vient de... le SC27, pardon, donc le GTC1, donc ces 5 sous-groupes que vous venez de voir à ce niveau-là, ils sont composés de quoi?
Ils sont composés de 50... Alors, Hadoma, c'est les gens qui composent... Alors, c'est une photo souvenir qui a été faite au Kenya. Donc, c'est la photo qui a été faite au Kenya à l'époque. Donc, c'est les 50 pays. Alors, là, vous avez quoi? Vous avez les 50 pays qui votent. Vous avez 200 experts. Alors, parmi les 200 experts, certains représentent des pays, d'autres représentent leur propre personne. Ça, on y arrivera tout à l'heure. Donc, c'est eux qui composent les 5 groupes de travail qu'on a vus. Donc, jusqu'à maintenant, ils ont publié 97 normes. Ils se rencontrent 2 fois par an au niveau des working groups et une fois par an au niveau du SC27. Donc, une fois par an, c'est une réunion plénière. Le but de la réunion plénière, c'est d'adopter les normes. Et les 2 rencontres annuelles, le but, c'est d'étudier et de préparer les normes. Il faut savoir que chaque expert ou chaque représentant va travailler dans son coin. Ils vont s'échanger des mails. Ça, on verra par la suite la méthodologie du travail. Je vous ai mis même des exemples de mails échangés. Alors, il faut savoir, je vous ai dit, il y a plus de 200 délégués. Alors, dans les 200 délégués, ça veut dire qu'il y a 600 personnalités. Chaque personne peut avoir 3 personnalités distinctes. Pourquoi chaque personne peut avoir 3 personnalités distinctes? Il y a des personnes qui vont défendre les intérêts de leur pays. Vous vous rappelez la photo que je vous ai montrée tout à l'heure de la personne qui avait l'étiquette Russie devant lui. Donc, il représente la Russie. Mais en même temps, cette personne ne va pas parler uniquement au nom de son pays, elle va parler au nom de son pays comme il peut représenter les intérêts de son bailleur de fonds. Pourquoi est-ce qu'on parle de bailleur de fonds? Parce qu'en tant qu'expert, quand vous partez là-bas, vous pouvez être subventionné par une entreprise. Je vous donne un exemple. L'une des délégations les plus importantes, quand vous partez, vous assistez à ces réunions, vous avez 3 pays qui ont les délégations les plus importantes. Ces 3 pays ne sont autres que la Russie, les États-Unis et la Chine. La délégation américaine, des fois, fait jusqu'à 50 personnes au Hada. Alors, vous allez avoir les représentants du gouvernement fédéral, vous allez avoir les représentants des États, de certains États, heureusement, M. Kamel, sinon, 51 représentants. Vous allez avoir les représentants de Microsoft qui sont présents, vous allez avoir les représentants de AT&T, de 3Com, etc. Si je prends l'exemple de la représentation chinoise, c'est la même chose. Vous avez les représentants du gouvernement, vous avez les représentants de certaines universités chinoises, vous avez les représentants de Huawei, vous allez avoir les représentants d'autres fabricants chinois, etc. Et en même temps, vous allez avoir des experts indépendants. C'est le 3e chapeau que vous voyez là. C'est les gens qui sont là-bas pour représenter leur opinion et leur expérience personnelle, ce qu'on appelle leur expertise personnelle. Et des fois, vous pouvez avoir la même personne qui est là pour défendre les 3 intérêts en même temps. Donc, vous pouvez avoir la personne qui va vous dire, oui, moi, je parle au nom du pays X. Maintenant, quand il lève la main, je vais parler au nom du pays X qui a cette proposition à faire. Par contre, moi, je représente aussi les intérêts de telle compagnie qui, elle, demande qu'il y ait tel amendement. Et mon avis en tant qu'expert, c'est de faire telle et telle chose. Ne vous inquiétez pas, la personne qui va intervenir s'arrangera toujours pour ne pas donner des avis contradictoires. Donc, je prends un exemple. Imaginons que je représente les intérêts d'un bailleur de fonds et mon avis en tant qu'expert. Si les 2 avis sont divergents, je donnerai un seul des 2 avis, celui qui, à mon sens, est le plus prioritaire. Maintenant, si j'ai 2 avis différents, par exemple, mon bailleur de fonds dit qu'il faut changer le paragraphe 1 de l'alinéa du titre 1, et mon avis d'expert, c'est de modifier le paragraphe 7 du titre 4, je donnerai les 2 avis. Maintenant, le processus ISO, c'est quoi? Alors, comment est-ce qu'une norme va être créée? Il faut savoir que ça passe par un certain nombre d'étapes. Il y a d'abord ce qu'on appelle le stade préliminaire. Alors, le stade préliminaire, c'est quoi? C'est que quelqu'un a proposé un nouveau projet. C'est carrément une nouvelle proposition qui n'a jamais existé. Elle passe au stade de proposition. Quand elle passe au stade de proposition, là, on parlera de nouveaux projets. Après, il passe vers le stade préparatoire. Donc là, il y a un avant-projet. Ensuite, il passe au comité. Donc, il devient un projet de comité. Ensuite,
il y a ce qu'on appelle l'enquête, donc ça devient un projet de norme internationale. Ensuite, on passe à l'approbation. L'approbation se fait en plénière, donc ça devient un projet final de norme internationale. Et à la fin, elle est publiée et ça devient la norme internationale telle que vous la connaissez. Mais la question qui se pose, comment tout cela va se faire? Alors, il y a une personne qui est responsable. Responsable, ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui est l'initiateur de l'idée. Il va faire ce qu'on appelle le stade préliminaire. Donc, on est à ce niveau-là. Donc, durant ce moment, il y a les pays membres de ce sous-comité, parce que là, ça va se faire dans un sous-comité. Le sous-comité, c'est quoi? C'est les WG dont on a parlé tout à l'heure, le Working Group 1, 2, 3, etc., jusqu'au WG 5. Donc, tout dépend dans quel sous-comité vous êtes. Donc, supposons que c'est M. Chelouche, tiens, c'est le nom qui apparaît en premier, c'est M. Chelouche qui propose quelque chose qui est au niveau de WG, on va dire, au niveau de cryptographie et contrôle de sécurité. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une proposition préliminaire. Donc, au niveau de cette proposition préliminaire, il va y avoir déjà une étude de sa proposition préliminaire. Donc, après le sous-comité de la fait, il y a les pays membres, il y a les experts du groupe de travail de la fait. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont refaire une recommandation. Donc, avec lui, au début, ils vont participer et commenter le stade préliminaire. Si ils arrivent à trouver que c'est intéressant, ils vont recommander au pays en leur disant, voilà, il y a une étude préliminaire qui a été faite, on la recommande. Donc, les pays membres de ce sous-comité vont faire un vote. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le vote, soit ils vont approuver, soit ils vont rejeter sa proposition préliminaire. Si elle est rejetée, donc on est dans ce cas de figure, elle est complètement éliminée. S'ils l'approuvent, elle passe au stade de proposition. Et au niveau du stade de proposition, toujours, ils vont déléguer des experts, donc ils vont désigner des experts qui vont travailler avec le sous-groupe. Donc, durant le travail, on arrive au stade de proposition, ça va être discuté, etc. Une fois que c'est discuté et qu'ils arrivent à un compromis, parce que des fois, le problème que vous risquez d'avoir, c'est qu'un expert ou bien un groupe d'experts ont des intérêts, par exemple, antinomiques. Dans ce cas-là, ils vont tout faire pour bloquer votre norme. Vous savez qu'il y a eu, à titre d'exemple, des projets de normes qui ont été bloqués par les Américains pour une virgule. Vous allez trouver que bloquer une norme pour une virgule, c'est quelque chose de débile. Mais quand vous lisez le sens de la phrase, eux veulent que la virgule ne soit pas ici, soit à la fin, ou si elle est au début, ça va changer beaucoup de choses. Donc, pour que vous voyez à peu près le niveau de détail pour lesquels des normes entières peuvent être bloquées. Et il y a des normes qui sont bloquées depuis plus de 15 ans, à cause tout simplement d'une virgule. Donc, comme vous le voyez, comme on l'avait dit tout à l'heure, on passe de stade de proposition, stade préparatoire, stade comité, etc. Et à chaque fois, nous avons le même cercle. Donc, les experts de ce groupe de travail vont participer et commenter. Les pays membres doivent approuver chaque étape. Et à chaque fois, il y a des améliorations qui sont apportées. Seulement, il faut savoir que là, c'est l'éditeur qui va guider, en quelque sorte, l'avancement de sa norme. Jusqu'à arriver au stade d'approbation, une fois que c'est approuvé, on arrive au stade de la publication. Alors, on va prendre un petit exemple. Là, on va parler un peu au niveau du SV27 d'une norme le cloud computing qui a été déjà approuvée. Donc, en octobre 2010, le SV27 avait lancé l'étape préliminaire pour une norme sur la sécurité et la protection de la vie privée dans le cloud. Bon, il y a une petite erreur de frappe. Donc, l'étude d'opportunité a été confiée au groupe de travail 1, 4 et 5. Donc là, vous remarquez que ce n'est pas uniquement un seul groupe de travail. Pourquoi? Parce que la norme portant sur le cloud portait sur plusieurs aspects, disons, importants. Donc, c'était sur le Working Group 1, le Working Group 5 et Working Group 4. Donc, l'un qui traitait de la gouvernance, le contrôle et tout ce qui est PRP. Donc, les délégués ont été invités à soumettre des suggestions et à fournir ce qu'on appelle materials, donc du contenu. Ils ont aussi lancé des invitations à des groupes externes, donc notamment à l'ITOT, au NIST, à l'ISACA et au SC 3038.
Donc, 3 rapporteurs avaient été désignés pour recevoir les différentes contributions des différents acteurs et élaborer un rapport avant la prochaine rencontre. Donc, vous remarquez que pour l'étape préliminaire déjà, tout ce beau monde a été impliqué. Si on essaie de schématiser un peu ce qui a été fait, donc, le noyau les 3 experts, alors vous aviez Yamazaki du WG1, vous avez Andreas du WG4 et Collins du WG5. Donc, ils ont fait ce qu'on appelle des liaison statements avec le SC38 de l'ISACA, avec si vous voulez, des experts des différents sous-groupes. Donc, les experts, par exemple, du WG5 envoyés directement à Colin, leurs contributions et leurs commentaires sur le projet initial. Ceux du WG1 envoyés à Yamazaki. Ceux du WG4 envoyés à Andrea. L'ITOT et le NIST envoyés directement aux 3 personnes qui pilotaient. Ceux de l'ISACA envoyaient toujours aux 3 qui pilotaient, qui étaient chargés de récolter l'ensemble de ces commentaires et contributions, faire un rapport d'étude avec lequel ils vont sortir avec une conclusion pour dire est-ce que les gens sont d'accord ou ne sont pas d'accord, voilà les compléments qui ont été proposés, etc. Et ils vont soumettre tout ça vers le vote. Alors, si j'essaie de... Là, c'est un exemple de courrier, par exemple, le liaison statement qui a été envoyé à l'ITOT à l'époque. Alors, liaison statement, c'est liaison statement to ITOT, Fog Cloud on Identity Management, Privacy, Technology and Biometrics. Donc là, on leur explique que c'est l'ISO IEC GTC1 SC27 WG5. Would like to thank you, ITOT, etc., pour les contributions intéressantes dans le travail en question. Et il les informe qu'il y a ce qu'on appelle un focus group cloud computing about output of, etc. Donc là, si vous voulez, ils énoncent la problématique, ce qu'on attend d'eux, et ils les invitent à envoyer leur contribution afin d'améliorer la sécurité du cloud, etc., avec les différents acteurs concernés. Donc, rappelez-vous ce qu'on avait dit. La proposition a été faite en octobre 2010. Donc, en avril 2011, le SC27 a décidé qu'il y a une opportunité de produire la norme. Donc là, ils vont continuer d'étudier l'opportunité pour les détails des projets. En octobre 2011, décide de proposer 3 projets et de désigner les éditeurs qui doivent préparer le premier avant-projet, ce qu'on appelle le Preliminary Working Draft. Les pays membres du SC27 doivent se prononcer par vote avant la prochaine rencontre. Si le vote est positif, le travail au comité sera poursuivi lors de la prochaine phase. Et là, vous avez le document qui a été envoyé à la Proposal for New Work Item on Data Protection Control in the Cloud. Donc, c'est qui? C'est le secrétariat du GTC1 SC27. Il y a la date. Et là, New IP. Si vous vous rappelez le New IP, je vous l'avais défini tout à l'heure dans le tableau en vous disant c'est un projet préliminaire. Ça veut dire que combien de temps après? Une année après, presque 2 ans après, c'est là qu'on va voter le projet préliminaire. Donc, si le vote du projet préliminaire a pris 2 ans, donc la réalisation finale de la norme peut prendre généralement 3 à 6 ans en moyenne pour les différentes normes. Maintenant, être membre de l'ISO, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que vous allez être invité en tant qu'expert par d'abord votre organisme national, s'il participe. Ça veut dire que vous allez être invité par une multinationale, soit vous allez être invité par l'ISO en elle-même en tant qu'expert connu, identifié auprès de l'ISO. Ça veut dire que vous allez participer à des rencontres nationales, si des rencontres nationales existent dans votre pays, et vous allez participer à des discussions en ligne nationales et internationales, soit par forum spécialisé. Donc, il faut savoir sur le site de l'ITU ou bien de l'ISO, il y a des forums internes sur lesquels vous pouvez participer, soit via Skype, et souvent ça se passe via Skype, soit par mail.
que vous allez être amené à lire et à commenter des normes qui sont en cours de rédaction. Je peux vous montrer tout à l'heure, enfin c'est bientôt le temps. Je peux vous montrer la prochaine fois des modèles de normes en cours d'élaboration sur lesquels je participe actuellement. C'est... Enfin, bref. Alors, par exemple, là, c'est un exemple de participation que je vous ai mis pour que vous ayez une idée sur la nature des commentaires qui se font. Par exemple, le commentaire qui est là, such identity-based decision may concern access to application, other resource. Both concern and access are vague. Also, access control ultimately applies to information or data. Donc, vous remarquez que chaque terme a sa valeur. Et là, on vous demande de remplacer par such identity-based decision may involve, etc. Le deuxième exemple, si vous remarquerez le commentaire qui a été fait, c'est supprimer la virgule après components. Et vous sachez qu'une remarque pareille est une remarque bloquante. Donc, si cette remarque, il n'y a pas consensus par la personne ou bien par le pays qui a émis cette remarque, la norme ne passera pas. À vrai dire, tout dépend aussi de la puissance, bien du pouvoir que possède celui qui émet la norme. Je vous donne un exemple. Vous avez le gouvernement américain qui s'oppose contre une virgule, la norme ne passera jamais. Vous allez avoir le gouvernement du Kenya qui s'oppose contre un paragraphe, la norme passera quand même. Bon, je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui, parce que là, il est déjà 15h03. Donc, on se voit dans 10 minutes pour passer vers la partie sécurité applicative. Est-ce que vous avez des questions à poser en attendant?